Une prise de parole réussie, c'est le fruit d'une multitude de facteurs bien maîtrisés. C'est aussi la garantie d'un bond en avant vers l'atteinte de vos objectifs. Pour vous aider à obtenir ces résultats, j'ai rassemblé les meilleurs experts, les Avengers de la parole. Chaque semaine, ils nous partagent leurs méthodes, leurs techniques et leurs conseils dans leur zone d'excellence. Cette zone, c'est la bulle des pros. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulle des Pros. Quand on pense au débat, on pense tout de suite politique, notamment avec les débats présidentiels ou encore ceux pour les européennes et les législatives qui ont été nombreux ces derniers temps. Mais le débat, c'est aussi présent au quotidien. Dans nos vies perso, quand il faut choisir le lieu des prochaines vacances, en famille ou entre potes, et dans la vie pro, quand on doit décider de la prochaine campagne marketing ou du remplacement de la machine à café. Pour en parler, j'accueille donc Peter Barrett, qui est formateur, coach en prise de parole et surtout spécialiste des 3D, discours, dialogue et décision, et qui est également créateur de la méthode débatologie. Salut Peter, bienvenue dans ce podcast. Salut Jean-Corentin. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, brièvement, ce que c'est que la débatologie, ce que c'est que cette méthode ? Avec plaisir. Ouais, la débatologie, c'est l'art du débat constructif. C'est-à-dire que souvent dans un débat, on se rend bien compte qu'on est polarisé très rapidement, on est fondamentalement pas d'accord, et même si on peut parfois apprécier la joute oratoire, apprécier la contradiction, souvent c'est un peu stérile, ça va pas très loin, et on n'arrive pas à décider de grand-chose. Et donc moi, j'ai voulu proposer une méthode qui s'inspire de la psychologie sociale, des sciences cognitives d'ailleurs en général, et aussi des sciences sociales, pour proposer un cadre de référence et des comportements qui vont nous aider à mieux débattre. Et alors justement, c'est quoi l'enjeu d'un débat ? Parce que moi je le vois très bien quand je discute avec ma femme sur ce qu'on va faire le week-end prochain. Dans un sens, c'est un débat parce qu'on est rarement d'accord, mais en même temps, je me dis que c'est quand même très différent dans les mécanismes de ce qu'on va faire sur un plateau télé. Ouais, tout à fait. C'est la porosité entre débat, négociation. Souvent, il y a un terme qui encadre tous ces éléments-là, ce qu'on va appeler la dialectique, c'est-à-dire l'art du dialogue. Et dans la débatologie, on va vraiment s'inspirer de tous ces éléments-là pour, en fonction des contextes, en faire ressortir les outils les plus essentiels, les plus intéressants. Donc, dans le cadre que tu décris là, débat ou dialogue ou négociation, peu importe comment on veut l'appeler, avec sa conjointe ou son conjoint, sur qu'est-ce qu'on mange ce soir, où est-ce qu'on va en vacances, est-ce qu'on va passer le week-end chez tes parents, voilà, petit sujet classique mais parfois tendu. Et ben il y a des mécanismes qui sont en jeu. Alors, parfois l'objectif c'est de convaincre, parfois l'objectif c'est de démontrer une certaine crédibilité, parfois l'objectif ça va être d'humilier l'autre. Donc parfois les objectifs sont très différents. Et en fait, avec la débatologie, ce qu'on essaie de faire, c'est de démontrer qu'on pourrait tout le temps plus ou moins avoir le même objectif, c'est-à-dire recadrer autour d'un seul objectif, qui est un objectif de maximiser la coopération. En gros, de sortir tous la tête haute d'un échange, qu'il soit dans un cadre contradictoire sur un plateau télé avec deux opinions politiques radicalement différentes, et qui à la fin seront toujours radicalement différentes. Et c'est ok. Mais aussi sortir la tête haute d'un échange avec son conjoint ou sa conjointe où il faut qu'on prenne une décision ensemble, et on n'a pas envie de mettre en péril la relation. Et souvent, tous ces objectifs qui existent, qui sont souvent pas conscientisés, ils peuvent s'entrecroiser, s'entremêler, et on se retrouve à essayer de dominer une personne avec laquelle on discute alors qu'on essaie juste de prendre une décision. Et inversement, dans un contexte politique, on va voir des gens essayer de se dominer les uns les autres, alors même que nous, ça nous aide pas à prendre des décisions en tant que participants à la vie publique, démocratique. Et moi, ce que je dis, c'est, on pourrait peut-être tous s'aligner sur un objectif commun à tout ce genre d'échange, qui est l'objectif de maximiser la coopération, soit dans un cadre de pluralité, on n'est pas d'accord, mais il faut quand même qu'on arrive à s'entendre pour construire ensemble quelque chose, soit dans un cadre vraiment de négociation à gain mutuel. Donc on est au début pas trop d'accord, et puis finalement on arrive à converger sur quelque chose. Là pour le coup, c'est vraiment une remise en cause du fonctionnement du débat en tant que tel. Et pour entrer sur un élément un peu plus technique, c'est quoi ta méthode pour préparer un débat ? Est-ce que tu as des étapes ou quelque chose comme ça qu'on peut activer facilement ? Ouais, alors je pense qu'on pourrait diviser le sujet en deux, c'est comment je prépare le débat à titre personnel, et comment je prépare le débat au sens du cadre que je pose dans le débat. Et je pense que ces deux choses-là sont hyper importantes. Parce que s'il y a un truc qu'on sait bien en psychologie, c'est que il y a une chose, c'est les comportements des personnes et leur capacité à modifier ces comportements à l'instant T. Gestion des émotions, capacité à modifier leurs propos, réflexivité. Mais il y a aussi un cadre dans lequel tous ces propos s'insèrent, tous ces échanges s'insèrent, et les cadres, ils peuvent être plus ou moins propices à la coopération.
Par exemple, il est tard le soir, t'es fatigué, t'as pas mangé, tu vois pas bien, t'entends pas bien, t'es irrité pour une raison X ou Y, il y a des contextes qui font que t'es plus ou moins capable de maîtriser tes émotions, de mettre à profit tes compétences pour mieux débattre, pour mieux échanger. Donc, il y a ces deux éléments-là qu'on peut préparer. Moi, ce que je dis, c'est avant de démarrer un débat, agissons sur le cadre d'abord. Ok, comment je peux créer un contexte favorable? Peut-être en préparant la personne sur le sujet qu'on va aborder, en désignant une temporalité spécifique liée à l'échange, en démontrant un objectif commun qu'on pourrait avoir pour l'échange. C'est quoi le but de l'échange? Pourquoi on le fait? Donc des pratiques qui semblent assez évidentes, mais qu'on souvent on pose pas sur la table en préparatif. Ensuite, on peut davantage faire évoluer le cadre, par exemple avec la bonne lumière, la bonne chaise, le bon verre de vin, tu vois. Bon, il y a plein de choses qu'on peut ajouter à ce cadre, mais déjà l'essentiel, c'est est-ce qu'on a une temporalité claire, est-ce qu'on a un objectif clair, est-ce qu'on est tous les deux d'accord d'avoir cette discussion, est-ce qu'on est au clair sur le sujet, c'est déjà pas mal. Et ensuite, il y a la préparation sur le fond et la forme, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire et comment je vais le dire, comment je vais me comporter. Et là-dessus, moi je me raccroche toujours à un objectif clair, c'est-à-dire ok, moi là, je vais dans cette conversation, qu'est-ce que je veux vraiment? Et j'aime bien me poser cette question 10 fois avant d'être sûr que je l'ai bien trouvé. C'est ok, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir raison. Ok. Mais pourquoi je veux avoir raison? Je veux avoir raison parce que en fait, j'ai l'impression de pas être satisfait à chaque fois qu'on a un échange tous les deux. Ok, mais pourquoi j'ai l'impression de pas être satisfait? Parce que j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Ok. Donc, mais pourquoi c'est important pour moi qu'on m'écoute? Parce que sinon, j'ai pas l'impression qu'on m'a pris en compte, alors même qu'on m'a peut-être pris en compte dans la décision. Voilà. Donc tout ça, ce travail que je peux faire de réflexivité sur moi-même, ça m'aide à être très au clair sur à la fois les intérêts que je veux servir dans cet échange et l'objectif global que je mets à titre personnel dans l'échange. Qu'est-ce que je cherche à obtenir? On dit en anglais, on parle de commitment, c'est-à-dire à la fin de cet échange, qu'est-ce que je veux écrire, quoi, sur quoi je veux qu'on s'accorde. Et ça, c'est important à déterminer. Et puis après, sur la forme, je dirais, ce serait, ok, est-ce qu'il y a des mots à privilégier? Est-ce qu'il y a des termes qui ont tendance à mettre mon interlocuteur dans un état pas constructif? Est-ce qu'il y a d'autres termes qui sont préférables? Il y a aussi des techniques qu'on peut utiliser, comme faire un homme de fer, par exemple, c'est-à-dire de commencer la discussion en montrant qu'on comprend le point de vue de l'autre, qu'on est capable de le mettre dans des termes clairs pour que l'autre sente bien qu'on est prêt à coopérer et quand du coup on va avoir un échange constructif. Ça a plein d'autres effets bénéfiques, mais bon, si tu veux, je pourrais en rajouter. Donc on peut aussi mettre à profit certaines techniques spécifiques. Ouais, donc c'est ça, finalement d'abord effectivement poser le cadre, de quoi on parle, dans quel contexte, ensuite se poser la question de ses propres besoins finalement, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux qui ressorte de ce débat, quelles sont mes attentes, et ensuite effectivement plein de techniques, mais ça on pourrait faire un épisode de 2-3 heures, même sans doute 6 heures pour en parler, toutes les techniques du débat, et d'ailleurs on refera sans doute des épisodes où on parlera peut-être plus spécifiquement des techniques à proprement parler pour réussir à remporter un débat quand on reste entre guillemets dans une dialectique conflictuelle. Mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est cette présupposition un peu du besoin de domination pour gagner. Je trouve elle est hyper intéressante. Moi, c'est vraiment un des sujets que j'étudie beaucoup parce que c'est une opposition qu'on va me renvoyer, tu vois. Toi, en tant que collègue sur ces sujets-là, mais d'autres aussi qui ont une vision de la rhétorique classique et de la dialectique contradictoire, tu vois, qu'on va apprendre par exemple dans le domaine juridique. Moi, je le comprends, j'ai beaucoup d'empathie pour cette position. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que d'un point de vue purement pragmatique, c'est pas forcément en dominant l'autre que je gagne. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est comment je peux gagner encore plus sans dominer l'autre. Et ça, c'est une découverte que j'ai fait moi il y a quelques années en découvrant tout ce qui se fait dans les gains mutuels en négociation, dans la recherche sur la négociation intégrative. Et c'est impressionnant ce qu'on peut faire quand on veut plus dominer l'autre. Et surtout dans un contexte social, politique, de transition aussi, où je pense qu'on essaie de repenser notre société pour qu'elle soit moins dans une dynamique de domination. C'est assez intéressant de sortir par le haut de ça. En tout cas, de proposer, moi ce que j'essaie de faire, c'est de proposer quelque chose qui permet de nous sortir par le haut de ce changement. C'est pas parce que tu abandonnes la domination que tu vas arrêter de gagner. Et ça, c'est hyper important philosophiquement pour moi. Mais j'adorerais débattre avec toi de ça, de voir est-ce qu'on peut toujours sortir de la domination. Je pense que c'est pas tout le temps 100% possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel j'aspire et pour lequel je propose des alternatives. Même dans des cadres où on pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est battre l'autre. C'est gagner. Donc voilà, je tiens à le préciser
voilà, tout de suite. Non mais c'est intéressant parce que moi je travaille beaucoup sur la communication non violente en ce moment et en fait dans ce que tu dis il y a beaucoup de ça que je retrouve. C'est pour ça que tout à l'heure quand tu disais ce qu'on attend du débat, ce qu'on veut obtenir, en fait moi j'entends derrière un aspect de la communication non violente qui est finalement de chercher ses propres besoins, comprendre ceux de l'autre, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, pour ensuite voilà au moins on sait ce dont l'autre a besoin. On sait, nous, ce dont on a besoin, et la communication non violente, c'est aussi un questionnement intérieur, c'est aussi une communication avec soi-même. Et donc, finalement, en fait, ta vision du débat, je l'aperçois presque plus comme ça. Et c'est marrant parce que je me posais la question, juste ce matin, tu vois, j'ai écouté une émission politique, et je me disais, mais est-ce que la communication non violente, ça peut avoir sa place là-dedans? Et je m'imaginais, moi, en débat, appliquer, tu vois, la matrice OSBD de la communication non violente, me dire, est-ce que ça pourrait le faire? Et je me dis, mais en fait, oui, finalement, on pourrait en ressortir avec quelque chose d'intéressant. Ouais, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour continuer sur ma petite tirade sur la domination, c'est vrai que Marshall Rosenberg, c'était une de ces qui a inventé la communication non violente ou la méthode OSBD comme tu l'as décrit. Lui, il a toujours exprimé l'importance de sortir des dynamiques de domination et à quel point la communication non violente pouvait permettre de rééquilibrer par une forme d'humanisme communicationnel, quoi. Rééquilibrer les dynamiques de domination. Je trouve ça très intéressant. Et moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est un peu une version un peu plus évoluée de ça. Alors, j'ai la prétention de vouloir le faire. Après, est-ce que j'y arrive tout le temps, je sais pas, mais j'ai la prétention d'essayer de le faire. C'est quelque chose d'un peu plus intuitif dans notre communication à l'autre, typiquement en se disant, ok, bon, avant de répondre, je vais d'abord essayer de reformuler déjà ce que tu m'as dit. Ok, bon, déjà ça, c'est assez simple à mettre en place. Mais rien que ça, c'est déjà pas mal, quoi. On arrive. Là, ça permet d'évoluer pas mal de débats. Un truc con, c'est quand dans mon esprit, je me dis, je comprends pas. Tu vois, par exemple, il y a quelqu'un du bord politique qui n'est pas le mien qui dit un truc sur un plateau, et moi je suis en train de me dire, mais je comprends pas comment il peut penser ça, ce mec. Dans ma tête, je me dis ça. Bah, au lieu de lui opposer un contre-argument, ce que j'aurais tendance à faire, mais t'as pas compris ci, mais t'as pas compris ça, ou vous n'avez pas vu ci, vous n'avez pas vu ça. Bah, à la place, je peux juste lui poser une question. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui te permet de dire ci? Ou dans quelle mesure est-ce que tu peux dire ça? Et puis la personne va nous exprimer le fond de sa pensée. Et peut-être qu'en exprimant le fond de sa pensée, on va y voir les limites, d'où le côté gagnant par la question, c'est-à-dire sans argumenter, je peux gagner. Et c'est un peu ce qu'on a vu sur les plateaux télé des candidats Rassemblement National en région. C'est un peu ce qu'on a vu. Il a suffi de poser les questions pour que ils démontrent leur incompétence. Alors là, je prends parti, mais je pense que ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Et j'allais te dire, on l'a aussi eu de l'autre côté, Jean-Philippe Tanguy face à un candidat Renaissance qui a explosé en vol. Enfin, exactement. Renaissance pour le coup. Exactement. Donc on peut tout à fait voir que l'argumentation n'est même pas un outil forcément hyper efficace pour gagner sur l'autre, là où la question parfois peut être un super bel outil. Et d'ailleurs, les journalistes savent très bien en user de plein de manières. Et puis t'as aussi un autre truc très simple, c'est que si j'arrive au fond de ta pensée, je peux peut-être toucher le nerf, quoi, le vrai truc qui fait que on n'est pas d'accord ou qui fait que on comprendra mieux l'essence de ce que tu dis et donc on pourra voter en conséquence, on pourra arbitrer en conséquence. Et j'ai l'impression que parfois on reste sur des hommes de paille, on reste à la surface et au final l'autre côté peut toujours dire oui mais il m'a pas compris, oui mais il dit des bêtises sur moi et se dédouaner comme ça. Et donc même sur le plan persuasif c'est pas super efficace. Alors que si on va en profondeur, si je creuse là, et qu'on va au fond de ta pensée, et qu'on le voit, et que c'est même toi qui l'exprime devant moi, chacun pourra arbitrer. Et ça sera d'autant plus fort. On a bien avancé, donc je vous propose de prendre 30 secondes pour vous parler de l'accélérateur à pitch. L'accélérateur à pitch, c'est une formation que je viens de sortir et qui va vous accompagner tout au long de la préparation de vos pitchs. Dedans, vous aurez plus de 6 heures de vidéos, des fiches de suivi, mes méthodes, mes astuces, mes outils, et 1 heure de coaching individuel avec moi, pour que vous repartiez avec un pitch percutant et surtout un pitch qui convertit. Mais je vous en dis pas plus, toutes les infos sont dans le lien en description de l'épisode. Simplement, ne tardez pas parce qu'il y a un code promo pour mes abonnés, mais bien entendu, il est temporaire. Allez, on se retrouve de l'autre côté et nous on reprend. Alors, je vais revenir un peu sur la question purement du débat côté technique. Mettons qu'on soit en face de quelqu'un qui lui veut s'imposer. Donc là, pour le coup, on va être dans quelque chose de plus conflictuel. Une question toute simple, mais que je reçois très souvent, qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'on peut couper la parole dans un débat ?
Oui, je pense que c'est approprié, et même dans une situation de communication non violente, ça peut être approprié. La question, c'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait dans le but, encore une fois, de dominer l'autre, ou est-ce qu'on le fait dans le but d'aider la conversation? C'est-à-dire, là par exemple, on dérive, ou on perd la compréhension, on perd le fil, on n'arrive plus à suivre. Bon, très bonne raison de couper la personne. Toi, tu cherches à me convaincre, tu cherches à me persuader, tu cherches à dire tes choses. Bah attends, là j'ai pas compris un truc, ou là j'arrive pas à te suivre. Donc ça peut t'aider que je te coupe. Et donc ça c'est l'objectif, la raison qui fait qu'on coupe. Et l'autre chose c'est comment on coupe. Donc est-ce que je le fais violemment, peut-être par une pique? Et là on voit ce qui se passe, on l'a vu beaucoup sur les plateaux de télé, que à chaque fois qu'on a vu les résultats aux législatives, c'est pique, 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 bah qu'est-ce qui se passe? Bah l'autre pique en retour, hein. Donc on fait un brouhaha pendant 10 minutes, personne n'a rien compris, super quoi, tout le monde a perdu. Donc à la place, on a vu Tondelier faire ça pas mal avec Tanguy justement. On avait vu à la fin du second tour législatif, je crois, beaucoup de piques. Je pense qu'elle a un peu desservi, elle avait l'air très méchante à son égard, alors que c'est pas forcément nécessaire pour contredire cette personne, tu vois. Et enfin, moi j'aurais été plutôt neutre entre les deux, c'est-à-dire, imaginons que je n'ai pas d'idéologie politique par rapport à ces deux personnages. Eh ben, j'ai plutôt de la peine pour l'un et j'ai l'impression que l'autre a un peu abusé, quoi. Et c'est pas très stratégique, quoi. Donc, à la place, on va pouvoir s'insérer en disant, moi j'ai envie de vous comprendre, donc laissez-moi vous poser une question de compréhension. Ou encore, donc tu vois, c'est, je rentre par une volonté, un objectif, moi j'ai envie de vous comprendre, laissez-moi vous poser une question de compréhension. Ou encore, il y a là un argument qui vous semble pas très cohérent, bah, j'ai envie de les persuader par ce que vous me dites, et là je vois une incohérence. Voilà. Donc, tu vois, c'est, je rentre avec un objectif que tu pourrais valider, toi en tant que mon interlocuteur, mon contradicteur, tu pourrais valider cet objectif, et j'enchaîne pour aller un petit peu plus loin, pour soit te poser une question de relais, soit poser un argument qui va te permettre de réagir ou d'ajuster ton propos. Donc je pense que c'est hyper pertinent. Voilà, tant que c'est dans un but de faire progresser la discussion aux yeux des spectateurs et spectatrices, ou dans un cadre de dialectique où il n'y a pas de spectateurs et de spectatrices, pas au regard de votre échange et de votre objectif commun. Ouais. Donc en résumé, couper la parole, ok, si c'est pas constamment, si ça sert le débat, et dans le cadre d'un débat avec un public, si ça ne dessert pas, parce qu'en fait on va avoir cette image agressive. Donc là effectivement, hein, le bien maîtriser la coupe, entre guillemets, ça fait partie un peu de l'art du débat finalement. Ouais. Et tu vois, l'insertion, elle est plutôt positive, quoi. C'est, tu es en train de me dire quelque chose. Bah justement, enfin, tu vois, ok, on va aller sur ce sujet. Ou attends, là j'ai pas compris un truc, j'aimerais que tu me précises quelque chose. Ou alors j'entends bien ce que tu dis, et puis là il y a un autre truc. Qu'est-ce que t'en penses? On ajoute, on amène, on apporte, et ça permet de donner l'impression à l'autre qu'il est écouté. Et le but, c'est bien de l'écouter. Comme ça, il y a moins de réticence à se faire couper la parole. Aussi, c'est plus facile aussi de couper quand on fait ça. Ouais, de justifier la coupe par une explication valable. D'ailleurs, j'allais presque dire qu'il y a au moins l'apparence de validité, c'est-à-dire que parfois je te coupe parce que j'ai besoin de parler. En soi, ça veut rien dire parce que quand on coupe, c'est forcément qu'on veut parler. Mais c'est marrant de voir aussi que cette apparence de validité, de justification, finalement, suffit aux yeux du public à justifier une coupe. Ouais, j'ai besoin de dire quelque chose. J'ai besoin de m'exprimer sur ce sujet. Ok, on va le laisser s'exprimer. Et d'ailleurs, ça marche assez bien sur les plateaux. On le voit hein, quand les politiques disent petit lever de doigt, petit lever de main. Souvent, on leur passe la parole juste après. Bon, c'est pas très compliqué hein, de prendre la parole dans ces contextes-là. Et de toute façon, quand on se parle les uns sur les autres, tout le monde est perdant. Autre question, pour toi, c'est quoi le piège à éviter dans un débat? Le truc qu'il faut éviter vraiment à tout prix, au risque de se décrédibiliser ou de perdre le débat à coup sûr, quand on est encore une fois dans cette idée de s'imposer, bien sûr. Je pense que si on prend le contexte d'entreprise, dans un contexte éminemment coopératif, où certes il y a des luttes d'ego, il y a des luttes de position, mais elles sont là dans un objectif commun, et l'objectif commun il est supposément clair, dans ce contexte-là, je dirais la pire chose qu'on puisse faire, c'est humilier l'autre. C'est la pire chose. Je dis ça parce que je pense dans le cadre du débat public, c'est pas forcément la pire chose qu'on puisse faire, c'est pas une chose super à faire, moi je le recommande pas, mais je sais pas si c'est la pire chose à faire. Par contre, dans le débat contradictoire face à un public dans un cadre de travail, la pire chose qu'on puisse faire, c'est humilier l'autre. Parce que l'humiliation, surtout quand on est un leader, ça a plein d'effets négatifs. Alors, le premier effet négatif, c'est qu'on gagne pas forcément.
C'est-à-dire que on a humilié l'autre, on a parlé le plus fort, l'autre s'est tu, tout le monde se tait. Donc on a l'impression que notre idée est passée. Sauf qu'en fait, personne n'a envie de le faire. Personne ne va le faire. Du coup, on va s'étonner. Mais c'est bizarre, c'est en retard ce truc, ou c'est mal fait, ou c'est pas fait comme je veux, ou et on rentre dans une spirale souvent négative de ils sont incompétents mes collaborateurs et tu te rends compte, ils m'écoutent pas, etc. Alors même qu'on a semé les graines de notre propre désespoir en n'écoutant pas, en ne permettant pas aux personnes de s'exprimer et de se sentir écoutées. On aurait pu peut-être obtenir exactement le même résultat, mais sans la domination, sans l'humiliation, et avoir ce qu'on appelle le buy-in, c'est-à-dire l'envie des gens de participer à la décision et à l'exécution. Et ça, c'est vraiment le truc que je vois le plus chez les leaders de beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils ont un ego important, souvent lié à une dynamique entrepreneuriale qui les a amenés à réussir, et donc ils ont très peu de patience pour des idées qui sortent de leurs habitudes, ou qui ne semblent pas valides au premier abord, humilient, dominent, et ensuite s'étonnent que les gens ne participent pas, ne se donnent pas à la tâche, ne sont pas hyper engagés dans leur travail, n'osent pas dire quand il y a un problème, n'osent pas le tenir au courant de choses importantes pour l'entreprise. Ça, je le vois beaucoup trop souvent. Et c'est régulièrement le résultat de dynamiques de domination dans les échanges, qui en gros baisse la sécurité psychologique qui donc inversement proportionnelle. Donc, plus il y a de sécurité psychologique, moins tu as de difficultés à dire ce que tu veux dire, plus la sécurité psychologique est basse, plus tu as des difficultés à dire ce que tu as à dire. Donc c'est vraiment inversement proportionnel, c'est-à-dire ton sentiment d'avoir dominé l'autre, il est inversement proportionnel à la sécurité psychologique, et du coup tous les effets négatifs que ça peut apporter. Donc vraiment, si t'es un leader dans une entreprise, pire idée, c'est d'humilier les gens en public. Vraiment, dernier truc à faire. C'est noté, on arrête d'humilier les gens dans les sociétés. De toute façon, que ça soit pour une question de leadership ou quoi, c'est pas plus mal. Arrêtons tout ça. Passons des bons moments en entreprise, ça sera de toute façon plus efficace. Alors dis-moi, pour les gens qui voudraient s'améliorer, moi je conseille toujours le livre de Guillaume Prigent, Avoir raison avec Schopenhauer, pour ceux qui me demandent des livres, des trucs comme ça. Donc là on est clairement dans la dialectique conflictuelle. Est-ce que toi t'aurais d'autres ouvrages à nous conseiller ? Ouais, j'ai rien contre Guillaume, évidemment, mais non, c'est vrai que le recyclage de Schopenhauer, je trouve ça un petit peu dommage. C'est une vision de la dialectique que je partage pas, comme tu l'as bien compris. Après, ce qui est très intéressant, c'est que la recherche en persuasion nous amène plutôt vers des mécanismes qui, à mon sens, sont complémentaires et qui ont un potentiel éthique assez important. Pour moi, c'est Robert Cialdini, ou Bob Cialdini, qui est la référence dans le domaine, à la fois chercheur et vulgarisateur de ses propres recherches, avec les 7 grands tenants de la persuasion. Donc, il a écrit Influence et manipulation, Persuasion, qui sont, à mon avis, 2 de ses livres références les plus intéressants à lire, à la fois sur le plan marketing et communication, très 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 pertinent. Et là, tu vois qu'il y a des mécaniques de persuasion que tu peux mettre en place, qui sont pas du tout, qui sont pas forcément manipulatoires. Il y en a aussi, mais qui ont des super beaux résultats et absolument pas pas d'effet négatif sur la relation à long terme avec les personnes. Sur influence et manipulation, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il a été retraduit sur le titre et qu'aujourd'hui c'est plus influence et manipulation, c'est influence et persuasion. Ce qui est un changement super intéressant parce que c'est pas du tout la même démarche. Manipulation, c'est faire souvent malgré les intérêts de l'autre, voire contre les intérêts de l'autre, alors que persuasion, on est effectivement plus dans cette idée d'avancer ensemble et de parler aux intérêts de l'autre dans son propre intérêt. Donc effectivement, tu faisais la notion avec la différence avec la manipulation. Ça a été changé puisque le titre original, je crois que c'est Influence and Persuasion, alors qu'en français, je sais pas pourquoi, on l'avait traduit manipulation, là où c'est quand même très différent. Mais ce qui est intéressant, c'est la distinction au sens de la recherche entre les deux termes, notamment le côté manipulation de l'information, tu vois, c'est-à-dire est-ce que tu es transparent dans l'information ou pas. Et c'est ça qui est intéressant dans les mécanismes d'influence versus les mécanismes de persuasion. Et donc dans les mécanismes d'influence, souvent, tu n'as pas besoin d'omettre d'informations pour pouvoir persuader, alors que dans les mécanismes de manipulation, tout le truc c'est que tu omets des informations importantes, ou tu mens, ou tu manipules l'information pour amener à une conclusion. Et
D'où l'aspect éthique problématique de ce genre de mécanisme. Il y a un autre référentiel que je trouve assez intéressant, qui est plus émergent, c'est-à-dire Cialdini, ça fait quand même une trentaine d'années, tu vois, il y a quand même beaucoup de recherches, la psychologie sociale bien établie, c'est top, c'est très bien, c'est bon de le savoir. Et la recherche en persuasion, elle va de plus en plus loin aujourd'hui, en psychologie politique notamment, vu qu'on parlait de politique et de débat, il y a beaucoup de nouvelles recherches qui sont en cours. Depuis, je dirais que la polarisation augmente dans le débat politique, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent au sujet, et c'est très très intéressant ce qui s'y passe. Pour moi, il y a un ouvrage de référence, mais qui n'a pas encore été traduit en français, j'espère qu'il le sera, qui est génial, c'est How Minds Change, donc comment les esprits changent, de David McCraney en bon français, qui est lui plutôt reporter scientifique à la base, mais il est allé voir toutes les personnes, et notamment dans le domaine politique, qui travaillent sur comment tu changes les personnes, comment tu les aides à changer, à modifier leur état d'esprit, à modifier leurs croyances, et il allait tester plein de techniques différentes, et il explique, et il vulgarise. C'est hyper bien foutu, c'est vraiment, pour moi, devenu un ouvrage de référence en persuasion, avec à la fois de la recherche, des outils pragmatiques. Son podcast, You Are Not So Smart, super podcast, avec plein de chercheurs sur ces sujets-là. Donc vraiment une belle ressource sur la thématique. Excellent, écoute, je pense que ça nous fait déjà beaucoup de choses à voir, à retenir de cet épisode, avec en plus beaucoup de choses à lire après. Donc c'est génial, je pense que ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup Peter pour tout ce que tu nous as appris. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux avec mon acronyme PHS Barrett, BA2RET. Vous pouvez retrouver sur Twitter, TikTok, Instagram et LinkedIn. Et puis ma chaîne YouTube anglophone, Débatologie avec un Y, où je vulgarise comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos échanges pour prendre de meilleures décisions. Je vous y retrouve du coup assez régulièrement. Je suis aussi contributeur de la chaîne YouTube de l'ASTEC, l'association pour la transmission des sciences et de l'esprit critique, où je vulgarise là en français sur des concepts plutôt Sciences Po et psycho. Donc vous pouvez me retrouver donc ASTEC, ASTEC, avec mes collègues vulgarisateurs et vulgarisatrices sur plein de sujets différents. Génial, merci beaucoup Peter et à très bientôt. Merci à toi Janko. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à lâcher la plus belle note sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Je compte sur vous, c'est super important pour moi. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour développer une nouvelle compétence oratoire. Allez, ciao!